Le plutonium, c'est un élément qui n'existe quasiment pas à l'état naturel, et pourtant il a complètement redéfini notre monde, le pouvoir, la guerre et même notre trace géologique sur la planète. C'est vraiment une histoire de création et de destruction, d'une promesse quasi infinie face à un héritage terriblement toxique. Et cette citation, elle capture parfaitement cette idée. Tout comme l'or, le plutonium a été vu comme la monnaie ultime du pouvoir. D'un côté, la promesse folle d'une énergie sans limite. De l'autre, l'arme absolue pour dominer le monde. C'est cette double facette, à la fois fascinante et terrifiante, qu'on va explorer ensemble. Bon, alors techniquement, c'est quoi le plutonium? C'est l'élément Pu numéro 94. Il a été créé par l'homme, il est ce qu'on appelle transuranien, donc plus lourd que l'uranium, et il est incroyablement dense, à peu près 50% de plus que le plomb. Cette matière, c'est vraiment le cœur des armes nucléaires et de la production d'énergie. Voilà, on est au cœur du sujet. Le plutonium a vraiment deux visages. D'un côté, on a l'or nucléaire, une source d'énergie pour nos plus grandes ambitions, comme partir à la conquête de l'espace. Et de l'autre, le poison nucléaire, une arme d'une puissance jamais vue, qui laisse derrière elle une contamination quasi éternelle. L'histoire du plutonium, en fait, elle commence dans le secret le plus total, avec un seul but en tête, construire une arme capable de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans le projet Manhattan. Ce qui est absolument stupéfiant, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est passé. Fin 1940, on produit les premiers atomes de plutonium. Moins de 5 ans plus tard, une bombe fonctionnelle est testée. Et entre-temps, on a fait sortir de terre des villes laboratoires entières, comme Los Alamos et Hanford, uniquement pour concevoir et produire ce nouvel élément. Et l'échelle de cet effort, elle était juste colossale. 2,2 milliards de dollars à l'époque. Pour donner une idée, c'était l'équivalent de toute l'industrie automobile américaine de l'époque. Au plus fort du projet, 130 000 personnes y travaillaient, toutes dans le plus grand secret. Et voilà le résultat. Le 16 juillet 1945, l'essai Trinity. Ce n'est pas juste la première explosion nucléaire, c'est le moment précis où le monde bascule dans une toute nouvelle ère, l'ère atomique. Et le plus fou dans tout ça, c'est ça. Toute cette puissance de destruction, de quoi raser une ville entière, provenait d'une sphère de plutonium d'à peine 6,2 kg. C'est la taille de cette boule de verre. Une concentration d'énergie qui dépasse l'entendement. On a donc une arme au pouvoir sans précédent, c'est clair. Mais très vite, une autre question s'est posée. Est-ce que ce nouvel élément pouvait être utilisé pour construire, et pas seulement pour détruire? Et c'est là qu'on entre dans le deuxième acte de l'histoire du plutonium. Après la guerre, tous les regards se sont tournés vers le côté hors nucléaire, pour explorer les applications pacifiques de cette nouvelle puissance. En 1953, le président Eisenhower prononce son fameux discours « Des atomes pour la paix ». L'idée, c'était de changer complètement l'image de l'atome, le faire passer d'une arme de destruction massive à un outil de progrès, une promesse de paix et d'abondance pour tous. Et certains des scientifiques qui l'ont créé avaient des visions, disons, quasi utopiques. Glenn Seaborg, l'un des découvreurs du plutonium, rêvait d'un futur d'abondance grâce à l'atome. Il imaginait des navettes Terre-Lune à propulsion nucléaire, de l'ingénierie à l'échelle planétaire et même des maillots de bain chauffés au plutonium. Bon, une partie de ce rêve est devenue réalité, mais pas les maillots de bain. C'est dans l'espace que le plutonium a trouvé son rôle le plus créatif. Grâce à ce qu'on appelle des batteries nucléaires, il alimente les missions qui voyagent aux confins de notre système solaire, là où la lumière du Soleil est bien trop faible pour des panneaux solaires. Et voilà un exemple très concret. Ça, c'est le générateur du rover Perseverance, qui est en ce moment même sur Mars. C'est une batterie au plutonium-238 qui lui donne la chaleur et l'électricité dont il a besoin pour survivre au froid martien. Des missions mythiques comme Voyager, qui explore l'espace interstellaire depuis les années 70, sont aussi alimentées grâce au plutonium. Mais voilà, la production de cet or nucléaire a un coût. Un coût énorme. Et ça nous amène à la troisième partie de notre histoire. L'héritage toxique laissé par décennies de production de plutonium. Ces décennies de course à l'armement ont laissé une contamination massive. Le site de Hanford, dans l'État de Washington, est de loin le site nucléaire le plus pollué au monde. Et même le site de Trinity, où il n'y a eu qu'une seule explosion, reste marqué par une contamination significative. Et voilà à quoi ça ressemble un de ces sites, le réacteur N de Hanford, l'un des principaux lieux de production de plutonium aux États-Unis. La production a cessé, mais l'héritage de la contamination radioactive, lui, est un problème qui va durer des générations et des générations. Il faut être très clair, le danger du plutonium est extrême. On le considère comme la substance la plus cancérigène qui soit. Le simple fait d'inhaler une particule microscopique peut suffire à causer des dommages irréversibles aux poumons. Mais ce qui rend ce poison absolument terrifiant, c'est sa longévité.
La demi-vie du plutonium-239, celui qu'on utilise dans les armes, est de 24 110 ans. Ça veut dire qu'il faut plus de 24 millénaires pour que seulement la moitié de sa radioactivité disparaisse. Pour mettre ça en perspective, toute l'histoire de l'humanité, depuis l'invention de l'écriture, c'est à peine 5000 ans. Cette durée de vie presque éternelle, ça nous amène à la conclusion et à l'héritage ultime du plutonium. On ne parle plus seulement d'histoire humaine, là. On parle de temps géologique. Vous savez, les scientifiques ont proposé qu'on était entré dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. C'est l'âge de l'homme, l'époque où notre impact sur la Terre est devenu tellement énorme qu'il est visible dans les archives géologiques, comme les couches de roches. Et pour marquer officiellement le début d'une époque géologique, les scientifiques cherchent ce qu'ils appellent un clou d'or, un marqueur clair, global, qu'on retrouve dans les strates rocheuses. Eh bien, le candidat numéro 1 pour marquer le début de l'Anthropocène, c'est le plutonium-239. Mais alors, pourquoi le plutonium ? Eh bien, il coche toutes les cases. D'abord, il est artificiel. Il n'existait pas avant nous. Ensuite, il est global. Les retombées des essais nucléaires l'ont dispersé sur toute la planète. Il est quasi éternel, avec sa demi-vie de milliers d'années. Et enfin, son apparition soudaine dans les années 50 laisse une signature parfaitement nette dans la roche. C'est en quelque sorte notre cicatrice géologique. Et donc, toute l'histoire du plutonium nous amène à cette question finale. En tant que créateur d'un élément qui définit une nouvelle ère géologique, une marque qui survivra à toutes nos civilisations, quelle est notre responsabilité face à cet héritage permanent ? C'est la question que nous laisse cet or mortel.